Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'autobiographie sur les renouvellements de la littérature après 1968. Ce passage aux aveux inspire à Marcel Jouandeau une prolixité dans la confession et la notation, qui risque de décourager le lecteur avant la 26e volume des Journaliers. Si l'autobiographie, au sens strict, ne peut donner lieu qu'à un seul ouvrage et se laisse difficilement réexploiter, l'autoportrait, lui, surtout quand il adopte l'allure fragmentaire, se prête aux reprises et aux retouches. Marcel Arlan, peut-être le moins tapageur des écrivains de sa génération, a sans doute été celui qui exploite le mieux les ressources de l'autoportrait, de la rêverie rétrospective, des souvenirs littéraires, mais il reste discret et secret dans l'effusion même, proche du silence. 1973. Avons-nous vécu? 1977. Ce fut ainsi. 1978. Henri de Monterland, l'un des plus insincères de ces grands écrivains et des plus réfractaires à toute confidence exacte, devait donner, peu avant son suicide stoïcien, un livre explicitement autobiographique, texte remarquable qui ne brille pas par la sincérité des aveux, mais par une construction savante qui rapproche la jeunesse perdue et la mort imminente autour d'un vide, celui de la confession manquante. Mais aimons-nous ce que nous aimons? 1972 est né de l'exaspération que provoqua chez son auteur la relecture de son roman Le Songe, 1922, et se présente donc comme le contrepoint biographique d'une fiction. Et c'est bien l'évocation des années de jeunesse vouées au sport, au plaisir, à la tauromachie, mais aussi à la marche lente du narrateur vers le suicide, indiquée dans un récit de rêve, étrange post-scriptum qui tient lieu de la confession étudiée. Le suicide de Monterland, si conforme à une prédication constante, est venu authentifier après coup toute une partie de son œuvre, dont on commençait à douter, et singulièrement ce dernier écrit testamentaire. On peut penser qu'ici, comme dans le Seppuku rituel de Mishima, le suicide apparaît comme un dernier acte d'écrivain, la caution ultime conférée à un type de texte qui doivent être crus sur parole et à la lettre. L'aventure de Georges Simenon, explorateur de toutes les formes du récit, est plus singulière. En 1974, Simenon abandonne le roman pour l'autobiographie et la machine à écrire pour le magnétophone. Il va inaugurer la série de ses dictées, une dizaine de volumes, dont l'allure de journal parlé a désarmé les critiques par une pathétique lettre à ma mère, 1974, en fait monologue enregistré au magnétophone, adressé à une mère morte à 91 ans, recherche ultime d'un accord impossible entre mère et fils. Mais voici que Siménon, à 78 ans, renonce à cette forme de littérature orale et qui revient au stylo pour des mémoires intimes, 1980, qui viennent s'articuler sur Pédigré, 1988, autobiographie abandonnée. Il s'agit en fait d'une énorme lettre à sa fille, disparue tragiquement, lettre posthume qu'il est malaisé de juger selon les critères littéraires. On voit cependant que le grand âge excelle dans ce type d'écrit, comme en témoigne Maurice Genevoix, qui, à 90 ans, n'a jamais mieux maîtrisé son écriture aux infinies ressources. 30 000 jours, 1980, ou son art de conteur oral, à la radio et à la télévision. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.